J'ai été immédiatement séduit dès les premiers mois quand à l'époque Federico Mayer, le directeur général de l'époque, m'a demandé d'être ambassadeur de l'UNESCO. J'ai été séduit d'abord par sa proposition et par ce qu'il incarnait. Donc c'est parti d'une relation personnelle. Et j'étais frappé de voir à quel point il y avait un décalage entre l'image qu'on peut avoir de l'UNESCO à l'extérieur, surtout à l'époque, et puis les valeurs que l'UNESCO incarnait et défendait, et dont l'organisation faisait la promotion, et qui au fond, pour moi, correspondait exactement à ma propre vision du futur, de ce que devrait être le futur à une époque où on se disait que après l'an 2000, les choses seraient plus ou moins parfaites. On aurait des voitures volantes. Je ne sais pas si d'ailleurs c'était nécessairement un espoir positif, mais où le système d'éducation, les systèmes sociaux seraient améliorés ou seraient bons. Et puis, on a été relativement déçus quand l'an 2000 est arrivé, mais l'UNESCO avait, dès le départ de mon application, de ma contribution, cette idée d'imaginer le futur à long terme et non pas à court terme. Et, et peu à peu, je me suis aperçu à quel point le monde politique était limité par l'obsession des prochaines élections, que souvent beaucoup d'entreprises étaient aussi limitées dans leurs actions par les budgets de fin d'année, et qu'au fond, il y avait très très peu d'organisations ou d'entités dans le monde qui étaient capables d'avoir une vision à long terme. Et comme je dis, quand on veut faire du vélo, il ne faut pas regarder ses pieds, il faut regarder la route. Et justement, les équipes de l'UNESCO regardent la route et essayent de la construire de manière positive. Et j'ai toujours été frappé par l'extrême euh, pertinence des équipes de l'UNESCO à travers le monde. Et c'est pour ça que à chaque fois que j'ai essayé d'embarquer l'UNESCO et de promouvoir l'UNESCO, l'image de l'UNESCO. Je me suis jamais réveillé un matin en me disant je vais aller jouer devant les pyramides ou à Samarcande. C'était des rêves, éventuellement des rêves de gosse ou des rêves qu'on peut tous avoir, éventuellement en tant qu'artiste ou en tant que citoyen du monde, de pouvoir un jour être présent dans ces endroits. Et pour différentes raisons, à chaque fois, depuis le début de ma vie professionnelle, on m'a proposé, j'ai été propulsé d'une certaine manière euh, pour différentes raisons, euh, face à des propositions qu'évidemment on ne peut pas refuser. Encore cet été, je ne comptais pas faire de concert cet été, mais plutôt l'année prochaine. Et on m'a proposé coup sur coup de faire un concert à Pompéi, de faire un concert sur la place Saint-Marc à Venise, sur la place d'Espagne à Séville, à Pula, dans le formidable amphithéâtre de Croatie, et à Samarcande. Et en fait, à chaque fois, il se trouve que très souvent, c'était des sites aussi ce sont des sites qui font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc des occasions, à chaque fois, des opportunités pour promouvoir les valeurs de l'UNESCO. Et dans le cas de Samarcande, c'est une proposition qui a été faite à mon équipe et à ma collaboratrice Fiona Cummins au mois de juillet, en liaison évidemment avec le fait que l'UNESCO organisait sa conférence à l'extérieur de Paris, à l'extérieur de l'Europe même, et à Samarcande, dans une ville qui est évidemment, comme nous le savons, à la fois sur le chemin de la route de la soie, cette espèce de frontière civilisationnelle entre l'Orient et l'Occident. Et encore une fois, un énorme privilège et un honneur avec une part de mystère que je me trouve ici pour en profiter, pour en même temps justement promouvoir cette idée que plus que jamais, les valeurs de l'UNESCO aussi sont pertinentes dans les temps compliqués qu'on vit. C'est-à-dire que dans ces temps compliqués que nous savons, je pense que les artistes, les scientifiques, euh, le monde de l'éducation, plus que jamais, sont au fait, d'une certaine manière, un cheval de Troie pour justement promouvoir la paix, promouvoir les valeurs dont les jeunes générations et dont les jeunes générations ont besoin. Et Samarcande, de ce point de vue-là, est un parfait exemple, avec aussi l'idée pour moi
que ces endroits ont besoin d'être respectés d'une autre manière que la manière dont on a pu concevoir leurs relations depuis quelques décennies, c'est-à-dire le fait de les mettre un peu sous cloche, comme si c'était des endroits un peu morts de notre mémoire, et alors qu'en fait, on oublie que les gens qui sont à l'origine, comme j'ai pu le dire lors du concert, qui sont à l'origine, qui ont bâti ces endroits, notamment l'endroit Samarcande, étaient des pionniers, des visionnaires, des révolutionnaires d'une certaine manière, et utilisant les technologies de leur époque les plus pointues. Et donc la meilleure manière finalement de rendre hommage à ces pionniers, c'est soi-même de venir avec la technologie, l'intelligence artificielle, les technologies, la musique qui correspond à celle du XXIe siècle pour créer ce lien entre le passé et le futur que l'UNESCO s'efforce de créer. Ce lien et cette résilience et ce lien en fait presque affectif, et pas seulement historique, mais émotionnel, tactile, tangible, organique entre le passé et le futur. Alors, la musique électronique n'a rien à voir avec la musique pop depuis les années 50, c'est-à-dire que n'a rien à voir au fond avec les États-Unis, avec le jazz, le blues ou le rock, au départ. Et elle vient vraiment d'Europe, et notamment de France, d'Allemagne, d'Italie, avec Luigi Russolo, par exemple, qui dès les années 1910-1913 a eu une forme de prémonition en écrivant le Arte dei Rumori, l'art des bruits, en faisant cette prédiction que la musique du futur serait faite de machines. Et en fait, cette tradition très européenne, finalement, pour la première fois au milieu du XXe siècle, de ne pas considérer la musique seulement en termes de notes basées sur un solfège, mais en fait que la musique était faite de sons et de bruit, et que ce qui différenciait le bruit de la musique, c'est finalement la main et le geste du musicien et l'intention du musicien. Au fond, c'est quelque chose qui est très français aussi, et très européen, à la fois qui tient de l'impressionnisme, mouvement français, c'est-à-dire cette approche organique et poétique du réel, et puis aussi qui tient aussi d'un autre mouvement français qui est le surréalisme, d'origine française, qui est le surréalisme, qui est cette idée un peu à la Marcel Duchamp, de vouloir mélanger, comme je le disais, un son d'oiseau avec une clarinette ou des sons de machine à laver avec des percussions, et que tout ça a donné naissance à une avant-garde, puisque l'avant-garde, c'est ce qui devient classique 30 ou 40 ans plus tard, et que finalement, c'est pas tellement la musique, les musiques sérielles ou les musiques qu'on a pu considérer comme savantes au milieu du XXe siècle, qui finalement, quand on l'écoute, nous rappelle plutôt l'atomium de Bruxelles plutôt que le XXIe siècle. Et la musique du XXIe siècle, c'est justement la musique électronique, électroacoustique, qui vient de chez nous, avec cette idée aussi d'immersion. Ce sont les pionniers comme Pierre-Henry, Pierre Schaeffer, Stockhausen, qui se sont penchés les premiers sur l'idée de l'immersion bien avant Dolby Atmos. Et le concert de Samarcande était vraiment placé sous le signe de l'immersion visuelle, l'immersion architecturale, l'immersion technologique, l'immersion sonore aussi, avec un son que j'ai particulièrement avec mon équipe soigné. Je pense que ça a été ressenti positivement par le public. Et puis aussi cette idée de lier la musique, et notamment la musique électronique, avec l'architecture. Je pense qu'il y a des points communs entre la musique électronique et la musique en général, mais la musique électronique particulièrement, et l'architecture. C'est que ce sont deux modes d'expression qui reposent sur deux fondamentaux qui sont l'espace et le temps. Et en fait, il y a donc beaucoup de liens entre l'architecture et la musique. Et c'est une des raisons pour lesquelles, depuis le départ, je me suis beaucoup intéressé à l'idée de créer des performances musicales, justement, qui puissent intégrer l'architecture. Avec le fait que quand on a le ciel au-dessus de la tête, c'est tout à fait différent que d'être dans une salle de concert. C'est autre chose.